Salut tout le monde, on est le 2 mars et donc dans cette vidéo je vais faire le bilan du mois de mon portefeuille d'actions. Si tu me connais pas et que tu me découvres avec cette vidéo, c'est un concept que je fais une fois par mois en début de chaque mois où je montre en détail mon portefeuille d'actions, les achats que j'ai fait si j'en ai fait et pourquoi je les ai faits. Pareil pour les ventes, et en fin de vidéo on regarde où en est ma performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir, c'est-à-dire depuis maintenant le 31 janvier 2022, donc 3 ans et 1 mois. Et donc il y a deux comptes titres, donc on commence par celui-ci, donc Meta qui est toujours ma position numéro 1 avec 41 500 $. Donc le mois dernier, pendant la vidéo, Meta était à 685 $, aujourd'hui à 669, donc pas beaucoup de changements. Il y a eu entre-temps un gros pic, un plus haut historique à 740. Et donc Meta, comme depuis longtemps maintenant, c'est une action que je garde parce que je pense qu'elle a encore de quoi croître pendant un bon paquet d'années, mais que je ne rachète pas à cause de la valorisation, qui aujourd'hui ne me laisse pas assez de marge de sécurité. Et ma stratégie, c'est d'acheter les meilleures actions quand elles sont pas chères et ensuite de ne plus rien faire. Donc aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, Meta est à 31 fois le free cash flow, ce qui est pas extrême du tout, hein. Mais je préfère avoir beaucoup plus de marge de sécurité pour à la fois réduire mon risque, augmenter mes perfs, et aujourd'hui le sentiment sur Meta est très positif, donc voilà, je pense que c'est pas le moment idéal. Et si je regarde en multiple des ventes pour voir, on est à 10 fois le chiffre d'affaires, 10 fois le chiffre d'affaires, ce qui est plus élevé qu'en 2021 où on était à 9,55, 9,6 avant de se prendre un moins 78%. Ensuite, ce qui a beaucoup changé pour le coup, c'est Alibaba. Alibaba qui est passé de 97,45 $ à 133 $, avec un plus haut vers 145 il me semble. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques jours, il y a une semaine pour parler d'Alibaba. Donc il y a le sentiment général sur la Chine qui était au plus bas pour le coup, qui là s'est un petit peu inversé. Et donc les actions chinoises ont bien performé ces dernières semaines. Et Alibaba, c'était une action que j'avais hésité à vendre à un moment donné à cause de cette histoire de VIE, et risque qui est toujours là hein, et qui est réel. Mais au final, je l'avais gardé parce que je m'étais dit que justement la valorisation était suffisamment basse pour que ça réduise suffisamment mon risque et que donc j'accepte ce risque du VIE. Et aujourd'hui, il semblerait que j'ai bien fait. Après, on va voir si ça continue comme ça. Ensuite, Fortinet, donc entreprise un petit peu moins connue, mais entreprise de cybersécurité, ils ont 50% des pare-feux installés dans le monde. Et ensuite, ils vendent des services par abonnement, par exemple, aux clients qui ont ces pare-feux chez eux. Donc c'est une stratégie qui en général marche pas mal, d'avoir des produits physiques, d'abord vendre des produits physiques et ensuite vendre des services donc à marge très élevée. C'est ce que fait par exemple Apple ou même les entreprises d'ascenseurs par exemple. Et c'est un modèle qui en général marche bien. Et donc le mois dernier ils étaient à 100 $ et aujourd'hui 108. Entre-temps, ils ont présenté leurs résultats, si je ne m'abuse, et des bons résultats. Donc si on regarde la croissance du chiffre d'affaires qu'ils ont eu là au Q4, donc ils ont fait leur chiffre d'affaires record, donc ils font toujours leur plus haut chiffre d'affaires au Q4, hein. Mais par rapport au Q4 de l'année précédente, ils ont fait plus 17% de chiffre d'affaires. Et donc il y a une réaccélération par rapport à 2023 où ils avaient fait plus 10%. Et c'est justement à cause de ce ralentissement de la croissance que le multiple de valorisation de Fortinet avait baissé. Et donc on pouvait l'avoir à 25 fois le free cash flow, ce qui est bas pour Fortinet. Et pour une boîte de cette qualité avec ces niveaux de croissance là, ça arrive assez rarement et donc j'en avais acheté à ce moment-là. Donc c'est pas mal. Et aussi c'est une boîte qui a des super marges et là ils ont leur niveau de marge record. Donc ils avaient fait leur record le trimestre précédent, 82,5% de marge brute. Et là 81%, ce qui est leur deuxième plus haut niveau de marge brute de leur histoire. Et par contre si on regarde au niveau de la valorisation, eh bien, je vais mettre sur 10 ans. Là, on est monté à 44 fois le free cash flow. Et donc, c'est une action qu'aujourd'hui, je conserve mais que je rachète pas. Et ensuite, on a Booking qui est passé de 4736 à 5000 et qui a aussi présenté des super résultats. Donc ce qui est agréable avec les entreprises de qualité, c'est qu'il y a rarement des mauvaises surprises et il y a souvent des bonnes surprises. Et donc quand il y a les annonces de résultats, je sens que je sécrète de la dopamine parce que en général c'est des bonnes nouvelles. Donc Booking, ils ont fait, par rapport au trimestre précédent, 14% de croissance. Et si on regarde en annuel, parce que c'était leur année complète 2024, plus 11% de croissance du chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas une énorme croissance, mais une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres, moi ça me va, et puis ça suit une année à 25%, une année à 56%, donc ça me va très bien. Et si on regarde le free cash flow, ils ont fait
presque 8 milliards de free cash flow en 2024 et donc 13% de croissance, enfin 12,8. Donc si le free cash flow a eu plus de croissance que le chiffre d'affaires, ça veut dire que les marges se sont améliorées. Et si on regarde ensuite la croissance du free cash flow par action, là c'est plus 21%. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est ça qui est le plus corrélé à la performance finale de l'action. En fait c'est une combinaison de la croissance du free cash flow par action et de la variation du multiple de valorisation. Et donc 21% de croissance du free cash flow par action, c'est merveilleux. Et ce qui explique qu'il y a une telle différence entre la croissance du free cash flow, donc de 13%, et du free cash flow par action de 21%, c'est qu'ils font beaucoup de rachats d'actions. Et donc cette année, ils ont racheté 6,75% de leurs actions. Et sur les 5 dernières années, ils ont racheté plus de 20% de leurs actions en 5 ans. Donc voilà, Booking, c'est merveilleux. Et niveau valorisation, c'est quand même vraiment correct pour un business comme ça. Bon là c'est le graphique du free cash flow, du price sur free cash flow est pas très lisible à cause du Q1 2021. Mais on est aujourd'hui à 20,85 fois le free cash flow, ce qui me paraît vraiment correct pour ce type de business. Ce qui fait que je ne rachète pas aujourd'hui, c'est que quand j'avais acheté mes 4 actions, c'était quand même dans des belles corrections autour des 15 fois le free cash flow. Donc même si aujourd'hui la valorisation elle ne l'est pas du tout, elle me paraît assez correcte, je me dis que je préfère être patient et racheter dans des situations similaires aux fois où j'en avais acheté précédemment, donc dans des petites phases de doute où la valorisation baisse, surtout que là ça fait un petit moment qu'on est dans un marché très optimiste, donc voilà, je pense que j'aurai des occasions d'en acheter à des meilleurs valos. Et on verra si c'était une erreur. Bon, j'en ai déjà pas mal, donc ça va. Donc c'est tout pour ce compte titre qui globalement est passé de 85 000 à 91 000 pendant le mois. Donc maintenant on passe au deuxième compte titre et ensuite on regarde la performance. Et en premier on a Visa donc qui est passé de 340 $ à 363 $ avec un plus haut historique à 364 $. Visa c'est typiquement le genre d'action sur laquelle il n'y aura jamais de hype. Les gens vont jamais s'exciter pour investir sur Visa. Pourtant c'est une entreprise qui publie des résultats, des excellents résultats quasiment tous les trimestres et des résultats que tu peux quasiment deviner à l'avance. Et donc qui au final donnent des super perfs. Donc si je fais un petit bilan de cet investissement donc, que j'ai fait en été 2024, donc ça m'a donné plus 36,5%. Et je me demandais si j'avais bien fait de choisir Visa plutôt que Mastercard à ce moment-là. Et la raison pour laquelle j'avais choisi Visa, c'est qu'en fait je considère que Mastercard est d'un peu meilleure qualité, mais qu'à ce moment-là, Visa, ils étaient embêtés par le Department of Justice aux États-Unis, donc pour des histoires de comportement monopolistique. Et donc à cause de ça, la valorisation de Visa avait plus baissé que celle de Mastercard. Et donc, voilà, comme il y avait une petite déconnexion entre les deux, et que c'est sur Visa qu'il y avait des doutes et de l'incertitude, ça avait donc fait plus baisser la valo. Donc je m'étais dit que Visa était une meilleure opportunité à ce moment-là que Mastercard. Et donc si je fais aujourd'hui un petit bilan de ça, donc mon prix moyen d'achat, voilà, c'était à peu près ça, donc au 31, on va prendre le 31 juillet 2024. Jusqu'à aujourd'hui, ça donne du 36,5%, donc ça correspond bien à ce qui est indiqué sur IBKR. Donc 31 juillet et on va regarder ça sur Mastercard. Donc par rapport au 31 juillet, c'est ici et ça a fait du plus 24,28%. Donc c'est 50% de mieux pour Visa, hein, donc de 24,3 à 36,5. Donc pour l'instant, il semblerait que ça a été le bon choix, même si évidemment sur des horizons de temps plus longs, ça peut toujours se réinverser. Mais voilà, en tout cas au bout de 6 mois, ça a l'air d'avoir été le bon choix. Ensuite, on a MEDP, donc MedPace Holdings, donc entreprise dans la santé. C'est ce qu'on appelle un CRO, donc Clinical Research Organization. Et ils font simplement les essais cliniques pour des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, plutôt des petites et moyennes biotech et pharma. Et l'action est passée de 349 $ le mois dernier à 327 ce mois-ci. Et c'est une action qui stagne depuis maintenant à peu près 6 mois, hein, depuis septembre 2024 et à peu près depuis que j'ai commencé à l'acheter. Et la raison, c'est que là, en ce moment, ils ont un ralentissement des nouveaux contrats signés. Donc ils ont une métrique qu'ils appellent le net book to bill. Donc c'est simplement le ratio entre le montant en dollars des nouveaux contrats par rapport à leur chiffre d'affaires actuel. Et pour qu'il y ait de la croissance, il faut que ce net book to bill il soit la plupart du temps au-dessus de 1. Mais là en l'occurrence il est passé à 0,99. Et la raison c'est qu'il y a les financements que pas mal de biotech avaient reçus pendant la période Covid qui là s'épuisent. Donc les biotech en ce moment ont du mal à se financer. Et donc pour l'année 2025 ils prévoient pas de croissance, donc chiffre d'affaires stable par rapport à 2024. Alors moi je vois justement cette phase d'incertitude comme une opportunité. Déjà,
C'était déjà arrivé par le passé, hein, qu'ils aient un chiffre d'affaires flat et ça les a pas tués, loin de là. Voilà, par exemple en 2017, ils ont fait 3,46% de croissance par rapport à l'année précédente, hein, donc flat. Bah, en 2018, ils ont fait 61% de croissance. Donc déjà un ralentissement sur une année, c'est pas du tout signe que le business n'aura plus jamais de croissance. Je pense que c'est une mauvaise passe. D'ailleurs, le management avait déjà annoncé au trimestre précédent que cette situation, elle continuerait déjà au Q4 2024, donc là c'était annoncé. Et même, ils prévoient ça pour le Q1 2025. Et il prévoit que le net book to bill, du coup, il retournerait à 1,15 pour le deuxième semestre 2025. Donc ça, typiquement, ce sera à surveiller. Donc je reste confiant pour le long terme, même si, évidemment, je peux toujours me tromper. Et si tu cliques sur le premier lien dans la description, ou en premier commentaire épinglé, tu peux recevoir par email ma fiche avec le résumé de mes recherches que j'avais fait sur MedPace Holdings au format mindmap, avec un peu plus d'infos que ce que je viens de dire. Donc voilà, il y avait ça, et ils ont aussi un autre petit problème, entre guillemets, c'est que aux États-Unis, il y a très souvent des cabinets d'avocats qui lancent des enquêtes sur des entreprises, et c'est quelque chose qui est très courant aux États-Unis quand il y a des entreprises dont le cours baisse pendant une période, ou quand il y a des entreprises qui révisent leurs prévisions pour les trimestres prochains. Donc là-bas, c'est vraiment très fréquent, hein, c'est la routine, et donc souvent, il se passe rien ou pas grand-chose, même si évidemment, on n'est jamais sûr à 100%. En tout cas, la conséquence, c'est que je pense que c'est ça la conséquence là de la dernière petite baisse qu'il y a eu sur les derniers jours. Et de mon côté, je pense que j'en rachèterai si ça tombe vers les 300$. Donc voilà pour MedPace Holdings. Ensuite, il y a Qualys qui est passé de 139$ à 131$. Ils ont publié des résultats qui étaient pas mal. Pas de nouvelles pour le potentiel rachat de l'entreprise, puisqu'ils avaient reçu une proposition de rachat apparemment. Si on regarde la croissance, donc ils ont fait leur meilleur chiffre d'affaires qu'ils ont jamais fait sur un trimestre, avec 10% de croissance par rapport à l'année précédente, ce qui est un petit peu mieux qu'au Q3 et au Q2 de l'année 2024. Donc peut-être une réaccélération après un ralentissement des derniers trimestres, donc ça on verra. Si on regarde la marge brute, c'est aussi une marge brute qui est plutôt en hausse, un peu comme Fortinet à 81,8%, etc. Et comme MedPace, pour en racheter, je voudrais que ça descende un petit peu plus bas, mais c'est pas très loin de mes... Les deux sont proches de mes prix d'achat. Et ensuite on a Booking, donc on avait déjà vu dans le portefeuille précédent. Donc voilà, donc ce mois-ci, encore une fois, pas d'achat, pas de vente, parce que les valorisations ne conviennent pas et que la psychologie générale est toujours trop optimiste. Et donc là, ça fait maintenant 4 mois que j'ai pas investi et que j'accumule du cash. Donc voilà, on verra si ça change le mois prochain. Et maintenant, passons à la performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir. Et donc sur ce compte titre qui a maintenant 3 ans et 1 mois, ça s'est encore bien passé ce mois-ci. Il a pris 6,24% contre moins 1,42% pour le S&P 500. Et si je regarde la performance annualisée, le S&P 500 depuis le 31 janvier 2022 a fait plus 10,05% par an et mon portefeuille a fait plus 31,88% par an. Donc c'est la première fois, il me semble, que je dépasse les 3 fois la perf annualisée du S&P. Et si je regarde en performance cumulative, le S&P 500 depuis le début a fait plus 34,36% et mon portefeuille a fait plus 135%. Donc pour l'instant, l'écart continue à se creuser, donc c'est plutôt satisfaisant. Et j'espère que ça va continuer comme ça, même si ça va pas continuer comme ça en ligne droite, hein. Il y a bien un moment donné où on peut jamais surperformer en permanence, donc je m'attends à avoir une période de sous-performance. Mais en tout cas, pour l'instant, l'écart se creuse, donc tant mieux. Et pour terminer, je rappelle que tu peux recevoir par email ma mind map résumée sur MedPace Holdings en cliquant sur le bouton qui s'affiche en plein milieu de l'écran ou en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!